Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour le 244e grand essai électrisant, celui aujourd'hui du nouveau Mercedes GLC. Cet essai vous est proposé par Arval, offre de leasing pour professionnels et particuliers. Et les solutions de recharge simples et performantes de Total Energy, à vos côtés chez vous, au travail et partout sur la route. Après l'essai de sa petite sœur, la berline CLA, il y a quelques mois et avant l'essai du GLB dans quelques semaines, place donc aujourd'hui à l'essai de ce SUV premium signé Mercedes. Il est 100% électrique, c'est le nouveau Mercedes GLC. Et si ce GLC arrive avec de sérieux arguments, on le verra dans cette vidéo, eh bien la concurrence, elle, est plus féroce que jamais, avec entre autres l'iX3 de BMW, dont l'essai est toujours disponible sur Charging Station, et puis chez Volvo, le X60, très prometteur également, avec de belles caractéristiques. J'en prendrai le volant pour vous dans quelques semaines. Alors quelles sont les qualités, mais également les défauts de ce Mercedes GLC? Pour le savoir, j'en ai pris le volant, non pas pendant 2 heures ou une demi-journée, dans les conditions idéales du sud de l'Europe, non, ici, dans mes conditions du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera le premier trajet et ensuite le grand essai de la voiture dont je prendrai le volant dans quelques jours. Il s'agit chez XPeng, non pas d'un SUV, on a déjà essayé le G6 et le G9. Non, il s'agit d'une berline. Que dis-je, d'une limousine, la P7 Plus avec ses plus de 5 mètres de long, tout ça pour moins de 47 000 € et surtout un 10 à 80% de capacité de batterie en 12 minutes. Oui, 12 minutes seulement pour un 10-80. Alors, est-ce que dans la réalité, tout est toujours aussi rose? Eh bien, on le verra dans quelques jours sur Charging Station. En attendant, place à l'essai de ce Mercedes GLC. À l'extérieur, par rapport à l'original BMW iX3, on est ici sur une proposition plus consensuelle et au sein même de la gamme Mercedes, ce GLC apparaît comme une voiture normale et plus un ovni comme ont pu l'être les véhicules de la gamme EQ, la génération précédente de voitures électriques du constructeur allemand. Notez l'empattement, distance entre le centre des roues avant et le centre des roues arrière, 2,97 m, 2,97 m, c'est 7 cm de plus que celui du BMW iX3, voilà qui devrait permettre un bel espace intérieur, notamment à l'arrière, on vérifiera ça dans la suite. Les deux parties les plus originales sont sans conteste ce bandeau noir qu'on va retrouver à l'arrière et qui accueille les feux, et puis cette calandre toute illuminée, ne comptez pas, des petits pixels, il y en a 942. Dans les deux cas, à l'arrière comme à l'avant, ça ne plaira pas à tout le monde, mais voilà qui donne sans conteste de la personnalité à ce SUV premium. Les jantes sont des jantes AMG optionnelles de 21 pouces, et vous, que pensez-vous de la ligne de ce Mercedes GLC? Dites-le moi dans les commentaires. Pour l'instant, au catalogue, une seule configuration technique. D'autres arriveront prochainement, notamment des versions à 2 roues motrices qui permettront de faire baisser le ticket d'entrée avec moins de puissance également, mais plus d'autonomie. Voilà qui sera également très intéressant. Donc, une seule configuration pour l'instant avec 2 moteurs, la configuration 400 4MATIC, 2 moteurs électriques synchrones à aimant permanent. Le premier est situé sur le train avant, c'est le moteur secondaire. Et puis le deuxième, le moteur principal situé sur le train arrière, moteur qui à l'arrière dispose d'une boîte de vitesse à 2 rapports comme sur la Mercedes CLA. L'intérêt d'avoir une boîte de vitesse à 2 rapports, eh bien c'est le même intérêt que sur une voiture à moteur thermique, c'est-à-dire sur le premier rapport des démarrages plus vifs et sur le deuxième rapport à vitesse plus élevée, eh bien faire baisser le régime moteur va permettre de faire baisser la consommation quand on est à vitesse stabilisée. Sur cette voiture, on a beaucoup de puissance, beaucoup de couple également, et puis une vitesse de recharge qui est extrêmement intéressante grâce à l'architecture 800 volts. On verra ça dans un instant. Concernant le poids, il est très lourd ce GLC, 2535 kg sur la balance. Par contre, la capacité de tracter une charge freinée, elle est très intéressante, c'est 2400 kg avec une charge freinée. Si la charge n'est pas freinée, évidemment là, ce sera la norme, 750 kg. La batterie qui sera chargée d'alimenter le moteur électrique et qui se trouve évidemment sous le plancher entre les 4 roues, c'est une batterie à la chimie NMC, nickel, manganèse, cobalt, avec laquelle vous allez pouvoir recharger au quotidien à 80%, puisque chimie NMC, et occasionnellement bien sûr à 100% en prévision d'un long trajet, le tout en respectant les consignes du constructeur. L'autonomie revendiquée sur ce modèle, c'est 715 km avec l'option autonomie étendue. Sans cette option et en finition AMG Line, c'est 650 km hors option. Et donc avec entre autres les jantes de série. Ici, on l'a dit, on a un exemplaire très bien équipé avec entre autres des jantes de 21 pouces. On sera donc encore un petit peu en dessous de cette valeur théorique.
combien dans la vraie vie? Je vous en reparle tout à l'heure sur la route. Pour recharger la batterie, la trappe qui renferme les connecteurs de recharge, elle est à ouverture électrique, motorisée. Voilà, elle se trouve à l'arrière du côté droit. On a un connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, la recharge du quotidien qui est directement accessible. Ça, c'est très bien, ça évite les manipulations supplémentaires. 11 kW de série, c'est la puissance du chargeur embarqué sur le courant alternatif. 22 kW, c'est disponible en option également. Je vous mets évidemment toutes les valeurs ici concernant les temps de recharge. Pour recharger sur le courant continu, donc au superchargeur, et bien pour ça vous ouvrez le petit clapet ici. On n'a pas quelque chose qui pendouille, vous voyez, c'est une petite porte, c'est très sympa. Vous ouvrez donc le petit clapet et vous avez la somme des deux connecteurs, le connecteur combo CCS pour la recharge sur les superchargeurs. Donc ces grosses prises avec ces câbles qui sont pas toujours très faciles à manipuler. Dans ce cas-là, la puissance acceptée par la voiture grâce à la technologie 800 volts, c'est 330 kW et le constructeur annonce un 1080 en 22 minutes. Évidemment, j'ai voulu vérifier pour vous. Regardez. Me voici arrivé à une station de recharge Total Energy, l'un des derniers hubs de recharge Total Energy ouvert en Belgique, situé près de l'aéroport de Charleroi, à Fleurus. Il y a 4 stèles et donc 8 chargeurs. J'ai trouvé cette station via l'application Charge Plus de Total Energy. Elle est gratuite évidemment. Et voici la carte qui va me permettre de recharger, la carte Charge Plus de Total Energy. Vous la passez tout simplement devant le lecteur et vous pouvez évidemment démarrer la recharge. Bon, encore quelques minutes seulement et la recharge sera déjà terminée. Le verdict, c'est donc pour vous dans quelques secondes. Le temps pour moi de vous rappeler que Total Energy est partenaire du programme Power Goodies. Power Goodies, c'est une application qui est entièrement gratuite. Vous pouvez librement la télécharger et à chaque fois que vous allez recharger, accumuler des kilowattheures, eh bien, vous allez accumuler des points également. Chaque fois que vous libérez rapidement un chargeur, eh bien, là aussi, il y aura des points supplémentaires. Et avec tous ces points, vous allez pouvoir recevoir des récompenses. Et comme c'est gratuit, c'est toujours bon à prendre. J'aime quand un plan se déroule sans accroc et ça semble être le cas avec cette voiture sur cette borne de recharge puisque la valeur annoncée c'est 22 minutes pour atteindre 80% à partir de 10% et vous le voyez à l'instant, eh bien la recharge vient de s'arrêter à 80% et il est précisément 17h19. On a donc bien mis 22 minutes très précisément pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Bonne route. Notez enfin, pour être tout à fait complet concernant la recharge, la batterie, que ce GLC en bonne voiture électrique moderne est compatible V2L, V2H et V2G. Ça veut dire quoi? V2L, la voiture peut alimenter des appareils électriques externes à partir du port de recharge, moyennant branchement d'un adaptateur. V2H, votre voiture peut alimenter votre maison en électricité. Et V2G, elle peut renvoyer de l'électricité dans le G, grid, c'est-à-dire le réseau électrique. Tout ça, évidemment, pour ce qui est du V2H et du V2G dans les pays où l'infrastructure technique et la législation le permettent. Notez enfin que cette voiture n'est pas compatible de série avec les chargeurs 400 volts, tout comme la Mercedes CLA d'ailleurs. Il y a une option 400 volts, donc si vous avez à proximité exclusivement ou beaucoup de chargeurs 400 volts et peu de chargeurs 800 volts, c'est peut-être intéressant de la prendre. Dans ce cas-là, eh bien, vous allez pouvoir recharger jusqu'à une puissance de 100 kW. C'est pas bien élevé. Autrement dit, privilégiez les chargeurs 800 volts, sauf si vous n'avez pas le choix. Et dans ce cas-là, pour peu que vous ayez pris cette option, ce sera possible pour vous, mais plutôt en dépannage. L'ouverture du haillon, elle est électrique évidemment et le volume disponible est confortable pour voyager en famille jusqu'à 570 litres, 570 litres banquette arrière rabattable 40-20-40 en place. Banquette arrière complètement rabattue, le volume est très confortable également, il passe à 1740 litres. Alors dans le coffre, on va retrouver un cache-bagages souple que vous allez pouvoir enrouler et retirer, un crochet de chaque côté également, de chaque côté aussi la commande de basculement partiel du dossier de la banquette arrière, la partie centrale bascule dans ce cas avec la partie de gauche. Une prise 12 volts à gauche, une alcôve avec filet de retenue à gauche, des anneaux aux 4 coins. Enfin, sous le plancher amovible, un sous-coffre qui est plutôt vaste. Et c'est pas la seule bonne nouvelle en matière d'espace intérieur, puisque sous le capot, il y a bien un frunk. Un frunk dans cette voiture de 128 litres. Et pour y accéder, c'est très facile. Venez voir. Voici le logo Mercedes. Je pousse dessus, je pince en dessous. Hop.
Et c'est ouvert. 128 litres donc, très facilement accessible. On va enfin pouvoir considérer qu'un Freung, ce n'est plus juste un espace technique, mais c'est un vrai espace utilisable au quotidien. Quand on arrive avec son petit sac de course, on ne doit pas commencer par rentrer à l'intérieur de l'habitacle pour déverrouiller le capot. On ne doit pas chercher une petite tirette ici en dessous. Avec ce système, c'est simple et efficace. Dans un instant, je m'installe au volant de ce Mercedes GLC. Je vous fais découvrir son tableau de bord avec son hyper screen très impressionnant. Et puis là tout de suite, eh bien me voici installé sur la banquette arrière. Est-ce que l'espace est impressionnant également? Eh bien je vous dirais qu'il y a de la place. Oui, voilà, le siège avant est réglé pour mon mètre 90, mon mètre 90. Et voilà ce que ça donne. J'ai de la place au niveau des genoux. J'ai de la place au niveau des pieds, que je peux caser sans problème sous le siège avant. J'ai de la place en hauteur également, grâce à la présence bien sûr d'un toit vitré qui prend moins de place en hauteur qu'un toit traditionnel. Donc on est bien installé, c'est confortable. Alors j'ai les cuisses qui reposent quasi totalement sur la banquette arrière, ce qui est plutôt rare. En général, je suis plutôt comme ça. Là, ça repose vraiment bien. Donc, je suis plutôt bien installé. On a une belle visibilité périphérique. Ça fera plaisir aux enfants qui aiment voir ce qui se passe à l'intérieur de la voiture, mais également à l'extérieur. Si on part du haut et qu'on descend, on a tout d'abord donc ce toit vitré avec fonction électrochromatique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir 3 modes, du plus opaque au plus clair, le mode intermédiaire avec des lamelles qui, une sur deux, vont s'opacifier, et puis la version la plus opaque, un peu gadget mais plutôt efficace. C'est pas la seule chose qu'on va retrouver sur ce toit vitré, je vous en parlerai tout à l'heure d'ailleurs. Sur la route, il y a une petite option supplémentaire. Si on continue de descendre, eh bien on a des poignées, mais alors uniquement à l'arrière. Le passager avant n'a pas droit à sa petite poignée de maintien, c'est uniquement à l'arrière avec les petites lumières, avec également un petit crochet sur chacune des positions principales à l'arrière. On descend, on a ces sièges sport spécifiques dont je reparlerai tout à l'heure, qui sont monoblocs. On a à l'arrière des 2 sièges, eh bien, une poche aumônière, une poche plutôt rigide. Et puis, entre les sièges avant, on a l'arrière de la console centrale qui recule pas mal d'ailleurs sur l'espace proposé à l'arrière, avec en partie supérieure les buses du système de ventilation. En partie intermédiaire, on a un petit vide-poche ici, et puis en partie basse, mais qu'on ne voit pas vraiment quand on est installé ici. Il faut un petit peu, faut baisser la tête. C'est dommage. Moi, j'aurais mis ça plutôt justement au niveau du petit espace de rangement ici. On a donc les 2 prises USB-C. Si on continue, on remarque qu'on a un petit tunnel quand même entre les 2 places principales à l'arrière. Alors ça va être un petit peu gênant pour le passager central à l'arrière, d'autant que la console recule fortement. Si je tente de m'installer ici à l'arrière, je peux clairement pas mettre les pieds devant moi, je dois les mettre de part et d'autre, et donc je vais empiéter sur l'espace des 2 passagers à l'arrière. Encore une fois, 3 avec ma corpulence, ça va être un petit peu compliqué. Si c'est des enfants, ça ne posera pas de problème. Concernant la place centrale, si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez baisser évidemment l'accoudoir central. Dans ce cas-là, vous avez un petit plateau qui va vous permettre d'accueillir un smartphone positionné verticalement, et puis également les 2 porte-gobelets que vous pouvez donc replier si vous ne les utilisez pas. C'est sympathique également. Je pense qu'on a fait le tour ici à l'arrière. On y est donc particulièrement bien installé. Je pourrais faire plusieurs centaines de kilomètres sans problème à l'arrière de cette voiture. Maintenant, on passe à l'avant. Ce qui impressionne dès qu'on s'installe au volant de cette voiture, c'est évidemment le grand écran Hyperscreen, un écran d'une seule pièce de 39,1 pouces, soit près d'1 mètre, et où les 3 écrans, instruments, infodivertissement et passagers, ne font qu'un avec des visuels qui s'entremêlent. C'est très réussi et ça fait clairement plus premium que ce qu'on retrouve de série. Le système a 2 ou 3 écrans de 10,3, 14 et 10,3 pouces pour respectivement l'écran instrument, l'écran d'infodivertissement et l'écran passager optionnel. La qualité perçue, elle progresse certainement par rapport à sa petite sœur, la Mercedes CLA. Les matériaux utilisés et les ajustements sont de grande qualité, à l'exception de quelques plastiques durs en partie basse, mais leur aspect visuel reste très agréable et cohérent. Le seul bémol, selon moi, visuellement et en matière d'ergonomie, c'est d'avoir gardé ces touches sensitives en piano black sur le volant, alors que la tendance actuelle est plutôt de les retirer. C'est dommage, mais pour le reste, c'est un quasi sans faute. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires.
La description de l'intérieur et du tableau de bord de cette voiture. En partie haute, de chaque côté, la commande de réglage du siège électrique. En partie intermédiaire, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques rabattables à la demande, le verrouillage centralisé, la commande d'ouverture et la poignée de fermeture. Et puis en partie basse, le vide-poche avec fond antidérapant qui accueille aussi la commande d'ouverture-fermeture électrique du haillon et celle du capot. Sur la planche de bord à gauche du volant, le frein de parking électrique et la partie éclairage. Le volant est à réglage électrique. À gauche, le régulateur limiteur de vitesse et sur les voitures équipées, la conduite assistée également. C'est pas le cas sur cette voiture d'essai. À droite, les commandes audio, téléphone, la navigation dans la partie personnalisable de l'écran instrument. Derrière le volant, les palettes pour gérer le niveau et le mode de récupération d'énergie. Sur le commodo de gauche, l'appel de phare et les essuie-glaces avant et arrière. Et puis à droite, le sélecteur de sens de marche. Face au conducteur, derrière le volant, la partie combinée instrument de l'hyperscreen dont l'affichage est partiellement personnalisable grâce aux petites touches ici à droite sur le volant. Alors si on va de gauche à droite, on peut naviguer dans la présentation de cet écran instrument. Alors ici, on a une présentation classique avec deux écrans ronds. Si je vais plus à droite, eh bien là j'ai une présentation qui met en évidence la partie navigation. Et si je vais encore plus à droite, eh bien j'ai ici une présentation qui met en avant la partie aide à la conduite. On va revenir sur l'écran par défaut. Et puis là, la partie centrale est personnalisable également. Là, on a le totaliseur partiel et général. Si je descends, j'ai les informations de conduite depuis le départ. Je descends encore, informations de conduite depuis la charge, informations depuis la remise à 0. Ensuite, la consommation depuis le départ. Et puis là aussi, un coup d'œil sur la navigation. Et je reviens sur l'affichage minimal, à savoir le totaliseur partiel et le totaliseur général. Ensuite, pas d'affichage tête haute sur cette voiture d'essai, mais c'est évidemment disponible, tout comme la navigation en réalité augmentée d'ailleurs. Au centre de la planche de bord, la partie écran d'infodivertissement, sur lequel je reviendrai dans un instant. Sous l'écran, les ouïes centrales du système de ventilation. Et plus bas, deux emplacements pour smartphone, celui de gauche proposant la recharge par induction. Ensuite, sur la console centrale, une ligne de boutons physiques avec le sélecteur de mode de conduite, confort, sport, éco, individuel et terrain, l'appel du menu caméra, le bouton d'extinction de l'écran ou du système, les feux de détresse, la commande vocale et la molette de réglage du volume avec fonction mute via un appui court. Plus en arrière, les deux porte-gobelets avec séparateur central amovible et sous la coudoir centrale qui s'ouvre latéralement en deux parties, encore du rangement avec fond recouvert de feutrine. Sous la console centrale, un espace de rangement ouvert qui accueille également la connectique avec deux prises USB-C. On y retrouve également un tapis antidérapant et un élastique de maintien. La boîte à gants enfin est de contenance correcte sans plus et elle est habillée de feutrine. Voilà pour la description de l'intérieur de ce nouveau Mercedes GLC. Coup d'œil sur la partie centrale, la partie infodivertissement de cette hyperscreen avec par défaut, eh bien forcément la page ici avec la navigation derrière. On a des petits widgets qui sont extrêmement pratiques. Ça veut dire que directement ici, on peut rentrer une adresse. Directement ici, on a accès aux fonctions audio. Ici, le téléphone quand il est connecté. Ici, on a toujours disponible toutes les fonctions liées au chauffage et à la climatisation avec les fonctions liées au siège, ici notamment. Voilà pour notamment les position des sièges conducteurs et passagers, la cinétique également, et pour les réglages, on a toujours le positionnement automatique qui est disponible. Donc la voiture vous suggère une position en fonction de votre taille. C'est assez sympa et à vous de faire un petit peu de fine-tuning, d'ajustement fin, histoire de trouver votre position idéale, mais c'est déjà ce qu'elle propose, en tout cas un bon départ. Ensuite, ici en dessous, on a la touche retour, la touche maison donc qui vous emmène sur cet écran, la touche voiture avec les réglages liés à la voiture, des réglages ici principaux, et puis si vous voulez tous les réglages, ça se passe ici. C'est le menu que vous allez retrouver si vous allez ici et dans les réglages ici. Voilà, c'est évidemment extrêmement fluide et l'un des avantages de ce système, c'est qu'on a des grosses icônes. Et donc quand on est en train de conduire, on ne doit pas tâtonner pour essayer de taper sur la bonne icône. C'est très facile, c'est très intuitif, c'est très... Alors ça peut paraître un peu enfantin comme design parce qu'on a des grosses icônes, mais franchement à l'usage, c'est extrêmement convaincant. Alors bien sûr, vous avez tout l'infodivertissement du dernier système
MBUX de Mercedes avec les jeux, avec les aspects liés à la productivité. Vous pouvez faire des meetings ici, le calendrier, etc. Donc tout ça est extrêmement complet. Au niveau des ambiances lumineuses, j'en parlerai sur la route, mais là aussi c'est très complet. Bien sûr, vidéo avec Disney+, avec YouTube, vous allez pouvoir télécharger des applications, etc. Donc c'est franchement convaincant. Voilà pour la partie en tout cas ici liée à la voiture. Et si vous vous mettez en mode de conduite terrain, eh bien vous avez les réglages spécifiques terrain, en l'occurrence qui s'affichent ici, pression des pneus, l'entraînement, vous voyez le fonctionnement de la voiture, vous avez des petites fenêtres, pression des pneus, température de pneus. Enfin c'est extrêmement complet, c'est très sympa pour ceux qui bien sûr vont utiliser ce véhicule hors des sentiers battus, ce qui ne sera sans doute pas la majorité des utilisateurs. La partie radio FM ici, DAB est très convaincante également, et puis je le disais, une fois qu'on est sur l'écran par défaut, on peut naviguer ici facilement entre les favoris, et ça c'est vraiment sympa. Si vous avez Apple CarPlay, Android Auto, vous aurez la petite icône qui va s'afficher ici, vous pouvez revenir facilement sur Apple CarPlay, Android Auto, et vous pouvez en passant un appel via Apple CarPlay, eh bien voir l'appel s'afficher ici et rester sur l'écran de la voiture sans basculer de nouveau sur Apple CarPlay. Donc voilà, c'est franchement convaincant, c'est très sympa, c'est très fluide, c'est très réactif. Sur la carte ici, vous voyez s'afficher notamment les bornes de recharge en temps réel avec l'occupation des bornes, la puissance des bornes disponibles. Ça aussi, c'est franchement convaincant. Tout ça est extrêmement intuitif, et le but de Mercedes avec cette interface, et je pense que le but il est atteint, c'est de devoir effectuer le moins de manipulation possible en roulant. C'est-à-dire que tout doit se trouver à portée de main, et c'est le cas avec tous ces widgets. C'est franchement hyper intuitif et hyper convaincant à l'usage. Bien sûr, il reste la commande vocale que vous pouvez utiliser. Vous lui dites que vous avez chaud ou que vous avez froid, eh bien elle adaptera la température. Vous pouvez également lui demander une adresse pour le système de navigation via la commande vocale. On m'a fait la remarque parce que j'ai tapoté Marseille, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo premier trajet, j'aurais pu le faire effectivement via la commande vocale, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite. Alors il y a moins de suspense parce que j'ai déjà planifié ce trajet dans la vidéo premier trajet. Vous vous souvenez que la batterie était quasiment chargée à 100%, et pour faire Bruxelles-Marseille, eh bien la voiture me proposait 3 arrêts au total de 38 minutes. Donc 3 arrêts répartis pour qu'au total, ça fasse 38 minutes. On avait 2 arrêts d'une dizaine de minutes et un petit arrêt de 3 minutes. Donc voilà, c'était vraiment très convaincant. On va le faire là maintenant, et je vais lui dire, puisqu'on est maintenant au sud de Bruxelles, via la commande vocale, de se rendre à Marseille. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. J'aimerais aller à Marseille. Je vous montre le chemin vers la destination Marseille. Voilà, le trajet est proposé. Elle va maintenant ajouter les bornes de recharge. On a un trajet de 9h03. Et pendant qu'elle calcule, vous pouvez ici, au niveau de l'état de charge à l'arrivée, définir un pourcentage minimal aux arrêts de recharge, 10% en l'occurrence ici, et à destination également. Voilà qui est sympa aussi en termes de personnalisation du trajet. Voilà, la voiture a ajouté les arrêts de recharge, et il y a 3 arrêts. Un premier de 18 minutes, un deuxième de 18 minutes et un troisième de 3 minutes. Faites le calcul, 18, ça fait 36, plus 3, ça fait 39. 39 minutes au total pour parcourir cette distance d'un bon millier de kilomètres qui me sépare de Marseille. Voilà, qui est très convaincant, d'autant plus qu'on peut cliquer évidemment sur chacun des arrêts, avoir des informations concernant l'endroit où la voiture va s'arrêter. Voilà, on va passer le 14 à 76, 76%. On a les bornes qui sont disponibles ou non. On a une petite note d'ailleurs également. Voilà, ouvert 24 heures sur 24. Il y a peu de monde en ce moment. On a la météo, etc., etc. C'est une station Total Énergie. Voilà. Modifier les arrêts, vous pouvez le faire également. Si vous prévoyez de vous arrêter plus longtemps à un endroit ou à un autre, si vous voulez faire un petit détour, c'est possible également. Et vous pouvez du coup modifier ici votre trajet, votre parcours, votre itinéraire, histoire que ça corresponde à vos envies ou à vos besoins. Je vais maintenant prendre la route avec vous et vous livrer mes conclusions après une semaine au volant de cette voiture. Pied sur le frein, vous choisissez D vers le bas ou R vers le haut avec le sélecteur de sens de marche à droite derrière le volant, et vous pouvez vous élancer, pas de bouton à enfoncer donc pour réveiller le GLC, et c'est tant mieux. Dès les premiers tours de roue, ils sont bien là. Eux, ce sont les 489 chevaux et les 800 Nm de couple qui autorisent des accélérations dynamiques malgré le poids de plus de 2,5 tonnes sur la balance. Accélération dynamique, oui, même en mode confort.
Sur cette voiture d'essai, les sièges avant sont les sièges sport, disponibles en option sur cette finition AMG Line. Ils sont à réglage électrique avec 3 mémoires. Ils sont également chauffants. Alors bien sûr, dans la longue liste des packs et options, il y a les sièges ventilés, les sièges massants, les sièges chauffants à l'arrière. Mais cette voiture n'en est pas équipée. Le niveau de confort proposé par ces sièges, il est très convaincant. Le maintien latéral notamment est vraiment très bon. Bah oui, ce sont des sièges sport. Voilà qui incite à adopter une conduite un petit peu plus incisive. Ce que les sièges vous autoriseront donc sans problème et il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Malheureusement, sur cet exemplaire d'essai, pas non plus de centrage sur la voie de circulation. Impossible donc pour moi cette semaine de tester la conduite assistée. C'est dommage, mais bien sûr, c'est disponible en option. J'ai par contre droit dans cette voiture au régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionne parfaitement en proposant des adaptations à la vitesse qui sont très fluides. Notez que le GLC propose également l'assistance au changement de voie en combinaison d'ailleurs avec le maintien au centre de la voie de circulation, mais donc c'est pas présent dans cette voiture. Concernant les bips en tout genre, je n'en ai quasiment pas entendu cette semaine. Quelques rappels à l'ordre. À bon escient, je dois le dire, quand j'étais effectivement distrait, plongé, plus que de raison, dans le système d'infodivertissement par exemple. À part ça, rien du tout, tout est calibré à la perfection et le bip de survitesse se coupe facilement en maintenant la roulette du volume enfoncée sur le volant ou en appuyant sur la petite icône ici, en haut du système d'infodivertissement. Au quotidien, franchement, tous ces systèmes bien réglés, c'est vraiment un gros plus et c'est souvent ce qu'on a perdu avec les nouvelles marques qui débarquent chez nous, si vous voyez ce que je veux dire, et qui n'ont pas toutes le même niveau d'exigence en matière de réglage, en matière d'intégration des ADAS. Ici, alors oui, tout n'est pas de série effectivement, et on peut le regretter, mais tout ce qui est là fonctionne parfaitement. Et personnellement, je préfère une voiture dans laquelle je vais sélectionner quelques options qui m'intéressent, mais être certain que ces options fonctionnent parfaitement, plutôt que d'avoir une voiture où tout est de série, mais où certaines options ne fonctionnent pas correctement. L'agrément de conduite s'écrit avec un grand A dans ce GLC, tellement l'utilisation est d'une fluidité exemplaire. L'accent en bonne Mercedes est davantage mis sur le confort que sur le sport, la sportivité, même si ce GLC se débrouille très bien, il faut le dire, en conduite plus musclée, mais c'est moins comme ça, selon moi, qu'il va s'apprécier. Alors oui, le GLC est lourd, et même s'il est aussi très puissant, la puissance développée, elle va servir surtout au confort, à l'agrément. Une version qui arrive moins puissante, 2 roues motrices, plus d'autonomie, est-ce qu'elle va être suffisante ? Bien sûr, la réponse est oui, sauf si vous avez réellement besoin des 4 roues motrices, mais c'est loin d'être le cas de la grande majorité des automobilistes. On a donc ici un excellent SUV premium, très confortable, dynamique, ergonomique. Franchement, on n'est pas loin d'un sans faute en matière de comportement et d'agrément. Et en option, vous pourrez opter pour les suspensions pneumatiques Airmatic, mais qui, selon moi, sont pas vraiment nécessaires. Le GLC est déjà une voiture qui est très confortable de série, donc à moins que vous ne vouliez vraiment le confort ultime et la possibilité d'ajuster ces suspensions et leurs réactions, eh bien gardez votre argent pour vous offrir d'autres équipements peut-être plus indispensables au quotidien, et ce ne sont pas les options qui manquent au catalogue. Quel silence! C'est ce que je me suis dit dès les premiers tours de roue. Vous l'avez peut-être entendu dans la vidéo premier trajet consacrée à cette voiture. Alors c'est le cas en ville, à basse vitesse bien sûr, et puis c'est le cas aussi à plus haute vitesse, sur voie rapide, sur autoroute. Et cette absence de bruit, eh bien, elle élève encore le niveau de confort et d'agrément qu'on peut ressentir au volant, mais plus globalement à bord de ce GLC. Un mot concernant le système audio. Dans cette voiture, je peux profiter du son particulièrement convaincant, distillé par les enceintes du système Surround 3D signé Burmester, un système optionnel à 15 haut-parleurs d'une puissance de 670 watts, 670 watts, qui est compatible Dolby Atmos. C'est franchement convaincant à l'oreille, et puis très ergonomique également à utiliser. Là aussi, une nouvelle fois, c'est très premium. Mais si vous en voulez encore plus, eh bien c'est possible. Un système toujours Burmester, mais 4D, celui-là à 19 haut-parleurs, est également disponible, mais ce sera beaucoup plus cher, puisque lui est inclus dans un pack à plus de 8 000 €. Bon, celui-ci convient déjà très très bien. De série, le GLC demande 12,1 mètres pour faire demi-tour. C'est donc la valeur revendiquée pour le diamètre de braquage. Une valeur qui reste, ma foi, raisonnable, en phase avec ce qu'on attend d'un SUV de cette taille, de cet encombrement. Mais sachez qu'en option, vous pourrez opter pour des roues arrière directrices jusqu'à un angle de 4,5 degrés. Un essieu arrière directionnel qui fait baisser cette valeur de quelques dizaines de centimètres pour atteindre 11,2 mètres. Mais selon moi, franchement, c'est pas vraiment nécessaire. Cette semaine, j'ai pas éprouvé de difficultés particulières lors des manœuvres, dans des parkings qui étaient très étroits. Et en plus, je suis pas vraiment fan, vous le savez si vous êtes des habitués de la chaîne, du flou à l'arrière que génèrent les roues arrière directrices. Donc personnellement, je peux me passer sans problème de cet équipement.
3 niveaux de récupération d'énergie sont disponibles, accessibles facilement via les palettes derrière le volant. Et on a fait simple chez Mercedes, simple et efficace, puisque les 3 niveaux sont bien différenciés en termes de ressenti, de la quasi-roue libre sur le premier à la vraie conduite à une pédale performante sur le troisième, en passant par une solution intermédiaire, c'est le 2e niveau. Chacun pourra donc y trouver son compte. Un 4e mode est également disponible, le mode auto, qui va moduler la récupération d'énergie de manière intelligente en fonction des conditions de circulation. Personnellement, vous le savez, mon truc c'est la conduite à une pédale et j'ai été bluffé par l'efficacité de celle proposée par cette voiture. C'est très direct, c'est très intuitif, c'est très puissant si vous relâchez en une fois l'accélérateur. Et si c'est pas votre truc, eh bien pas de problème, vous choisirez facilement un autre réglage, un réglage d'ailleurs qui va rester en mémoire d'un trajet à l'autre. C'est simple, c'est efficace, c'est ergonomique, c'est top. Pas de phare matriciel adaptatif sur cette voiture d'essai, mais une nouvelle fois, c'est bien sûr disponible en option. Ce sont les Digital Light. Ici, sur cette voiture d'essai, j'ai droit à l'essentiel et ça fonctionne très bien, c'est-à-dire des phares à allumage et basculement en feu de route, feu de croisement automatique. À l'intérieur, l'éclairage d'ambiance ne manque pas d'élégance avec des possibilités de personnalisation qui sont nombreuses. Plein de couleurs disponibles, 64 au total. À noter également le ciel étoilé sur le toit vitré qui donne un petit côté ultra luxe qui n'est pas désagréable la nuit. C'est sympa également, mais évidemment, c'est aussi une option. L'autonomie théorique de cette voiture, jusqu'à 715 km, ça c'est avec une finition de base et l'option grande autonomie. Ici, on est sur une finition AMG Line. Là, ce sera au maximum 650 km, pour autant que vous gardiez les jantes de 20 pouces d'origine, sauf qu'ici, on a du 21 pouces et donc a priori, on sera un petit peu en dessous des 650 en théorie. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 10 et 27 degrés au thermomètre. Alors sur l'ensemble de la semaine, j'ai parcouru au total près de 600 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile-travail qui se font majoritairement sur autoroute en ce qui me concerne, je vous le rappelle, c'est important. Et en tenant compte de tout ça, eh bien, je suis arrivé à une consommation moyenne extrêmement raisonnable de 17,7 kWh au 100. Rappelons que je suis pas mal sur autoroute, la voiture est lourde, il a fait relativement chaud en journée, donc j'ai utilisé la clim, j'ai utilisé tous les équipements, je me suis fait plaisir de temps en temps avec l'accélérateur, donc 17,7, c'est quand même plus de 3,3 kWh au 100 de moins que le BMW iX3 dans à peu près les mêmes conditions, en tout cas de parcours avec des températures à peine inférieures. Donc c'est vraiment un très bon résultat, une très belle valeur, une valeur qui va motoriser plus de 500 km réels sur une recharge complète, donc de 100 à 0%. Dans les conditions de parcours et météo de cette semaine, c'est vraiment très confortable et ça va vous permettre en combinaison avec une recharge qui est très rapide, eh bien d'envisager sereinement les longs, voire même les très longs trajets. Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Je vous mets tout ça ici avec les détails. Cet exemplaire d'essai est donc une finition AMG Line. Prix de départ en Belgique, 78 892 €, 78 892 €. Au niveau des options, on en a pas mal évidemment, constructeur allemand oblige. On a la peinture métallisée. Alors ça, attention sur cette finition AMG Line, cette peinture bleue ainsi que quelques autres, eh bien elle fait partie des peintures sans supplément, ce qui n'est pas le cas sur la finition de base. C'est toujours ça de prix. Sinon, on a le Pack Night qui passe certains éléments extérieurs en noir, l'hyper écran, le Hyper Screen MBUX, le pack stationnement avec caméra 360, le chargeur AC de 22 kW, les jantes AMG de 21 pouces, etc., etc. Prix total de cette voiture d'essai en Belgique, 86 358 €. Vous aussi, rendez-vous sur le site internet de Mercedes qui correspond à votre pays, configurez votre GLC idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors, 2 avantages principaux à opter pour cette formule. La première, c'est la facilité de gestion au quotidien. Tout est inclus. La mise à disposition de la voiture pendant une durée définie. Et puis également, pendant toute cette durée, eh bien, les frais annexes, c'est-à-dire le remplacement des pneus, l'assurance, l'entretien, les taxes, etc. Tout ça est lissé sur l'entièreté de la durée de mise à disposition
l'acquisition de la voiture. Il n'y a pas des mois où vous allez devoir sortir plusieurs centaines d'euros supplémentaires de votre budget pour pouvoir justement faire face à tous ces frais. C'est un montant qui est le même du premier au dernier mois. Et puis deuxième avantage, dans le contexte de transformation technologique que nous vivons actuellement, bien malin est celui qui connaît la valeur résiduelle de cette voiture dans 3 ans, dans 4 ans ou dans 5 ans. C'est très compliqué parce que ça évolue très très vite. Et bien avec cette formule de leasing, ce n'est pas vous qui prenez le risque de la valeur résiduelle, c'est la société de leasing. 2 avantages, mais il y en a plein d'autres. Demandez une offre, ça n'engage à rien. Faites-le sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Contactez les équipes d'Arval et demandez votre offre sur mesure. En conclusion, ce GLC cette semaine, je dois vous le dire, il m'a bluffé. Il est performant, confortable, ergonomique. Son autonomie est très convaincante grâce à la présence d'une grosse batterie, mais aussi et peut-être même surtout grâce à une belle efficience, ce qui est sans doute le plus important. Sa vitesse de recharge est également intéressante. Mon seul regret, comme souvent chez les Allemands premium, la longue liste des options qui alourdit sensiblement la note. Certaines options étant un peu mesquines, comme le double emplacement de recharge par induction, par exemple. Définitivement, je suis conquis. Et si je dois comparer avec le iX3 de BMW, même si j'ai adoré l'écran panoramique Vision de l'iX3, eh bien j'opterai sans doute pour ce GLC qui, par rapport à mes attentes, me semble plus cohérent. Alors le X60 de Volvo que j'essaierai dans quelques semaines et qui, du point de vue de la ligne, est sans doute celui qui me plaît le plus, eh bien viendra-t-il rebattre les cartes dans ce match très serré, passionnant? Eh bien la réponse sur Charging Station dans quelques semaines. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc la semaine prochaine. D'abord le premier trajet et ensuite le grand essai chez XPeng de la très grande berline limousine P7+. Vous en saurez plus à son sujet et notamment concernant ce fameux 1080 en 12 minutes. Je demande à voir. Dans le courant du mois de juin, 4 essais électrisants sont au programme. Chez Subaru, je prendrai le volant du plus petit Uncharted par rapport au Solterra qu'on a essayé il y a quelques semaines sur Charging Station. Le Uncharted, cousin technique bien évidemment d'un modèle de chez Toyota. Qu'est-ce que ça donne à la sauce Subaru? Eh bien, vous le saurez dans les prochaines semaines sur Charging Station. On restera chez Subaru la semaine suivante avec le e-Outback. Pour le coup, lui, beaucoup plus grand. Voilà qui sera une proposition intéressante également pour les familles. Et puis, on ira chez Renault dans le beaucoup plus petit, la très craquante Renault Twingo version 2026 arrive en ce moment sur nos routes. Et bien là aussi, j'en prendrai le volant pendant une semaine. Est-ce qu'elle est aussi craquante du point de vue de ses fonctions, de ses équipements, que du point de vue de sa ligne et de son look? Eh bien, on le saura. Ne manquez pas ça sur Charging Station. Et puis, on retournera chez Mercedes à la fin du mois de juin avec le GLB qui lui aussi a été renouvelé. J'en prendrai le volant là aussi pendant une semaine et vous saurez tout. Merci de votre fidélité à Charging Station. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, ça ne vous coûte rien et ça fait plaisir évidemment, ça aide à faire grandir la chaîne. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo dans votre réseau, ça aussi, ça fait plaisir. À bientôt.